on n'est pas dans un anniversaire, même si j'ai pris ce mot, mais c'est pas le bon mot. On n'est pas dans un moment, enfin c'était un moment de rupture, en tous les cas dans cette histoire coloniale, mais c'était nouveau dans l'intensité de la vengeance d'Israël sur le fait que les Palestiniens avaient pu ouvrir le blocus. En fait, ils avaient réussi à déjouer tous les plans militaires. Et ça, ils l'ont payé cher. C'est-à-dire que c'est une guerre maintenant génocidaire. Et donc, on avait besoin, en fait, d'inviter Alain Grèche, qui a lui-même, évidemment, qui travaille depuis toute sa... J'allais dire toute ta vie, mais oui. Hein. Ouais, oui. Parce que tu es du Moyen-Orient, tu es sur les deux rives, hein, Moyen-Orient et France. Et tu fais la jonction, en fait. Hein, aussi bien politique qu'humaine entre ces deux rivages. Et tu as, en fait... sorti ce livre, qui est un livre magnifique, un peuple, Palestine, un peuple qui ne veut pas mourir. Et c'est en fait, comment dire, un espèce de condensé de tout ce qu'on a vécu, souvent avec colère et avec douleur et même avec désespoir, pendant un an, à propos de ce 7 octobre. Je le résume un peu comme ça, mais je vais te laisser tout de suite la parole, ça sera beaucoup plus simple et beaucoup plus intéressant. Donc, je laisse la parole à Alain, qui va exposer ce qu'il a à nous exposer, et après on prendra un temps, évidemment, avec la salle. L'idée pour nous, comme toujours, c'est que ça soit vraiment interactif. Voilà. Et puis, à la fin, mais je crois que vous avez déjà commencé à acheter son livre, il y aura une possibilité de dédicacer le livre. Voilà. Donc, Alain, je ne sais pas si l'introduction est bonne, ça te va. Donc, toi, tu te lèves. Allez. Bonsoir à tous, merci au comité d'Orly de solidarité avec le peuple palestinien pour m'avoir invité, merci à vous d'être présents. Et je pense cette présence comme surtout une expression de la solidarité que nous éprouvons tous avec la Palestine. Évidemment, je pensais revenir sur le 7 octobre, qu'est-ce qui s'est passé à Gaza, mais c'est l'actualité qui dicte un peu mon intervention, et il faut commencer par ce qui se passe au Liban. Aussi parce que, on l'a vu au moment du 7 octobre, mais on le voit encore aujourd'hui, la manière dont on présente, la manière dont le récit médiatique présente ce qui se passe au Liban, comme la manière dont le récit médiatique a présenté le 7 octobre, ça a évidemment des conséquences politiques. Et aujourd'hui, en écoutant les médias, on a l'impression que Israël a été plus ou moins contraint d'intervenir au Liban parce qu'il y avait le Hezbollah qui attaquait Israël et que c'était encore une fois de la légitime défense et le droit d'Israël à se défendre. Je voudrais rappeler quand même que le Hezbollah est entré dans la bataille contre Israël sur le front, ce qu'on appelle le front nord, le 8 octobre, avec une ligne très claire, c'est il fallait alléger la pression qu'il y avait sur Gaza. Mais en même temps, il l'a fait de manière extrêmement modérée. C'est-à-dire, il n'a pas visé de civils et il n'a pas utilisé toutes ses armes. Il l'a dit de manière très claire. Et il a aussi fixé son objectif, qui n'est pas du tout, aujourd'hui on dit, le Hezbollah veut détruire Israël, etc. Dans ce combat-là, le but du Hezbollah, c'était de dire il faut un cessez-le-feu à Gaza, il faut arrêter, il faut le retrait israélien, et dès qu'il y a un retrait israélien, nous arrêtons les bombardements. Donc il y a un récit totalement faux qui est celui d'Israël, et qui est repris aussi largement par les médias. Il faut rappeler que, disons, une quinzaine de jours avant la décision israélienne de porter la guerre sur le front nord avec l'utilisation des pagers piégés, avec l'assassinat de plusieurs dirigeants militaires et politiques du Hezbollah, on était dans une situation où les Américains avaient négocié entre Israël et le Hamas un accord qui était compliqué à mettre en œuvre parce qu'il fallait plusieurs mois, mais le principe c'était sur une période de 2 mois, en 3 étapes, Israël se retire de Gaza, et en échange, tous les otages sont libérés.
Et c'est un plan qu'a refusé Netanyahou. Aujourd'hui, vous lisez dans la presse, quand vous lisez dans la presse qu'il y a des responsabilités des deux côtés, c'est-à-dire pas uniquement celles des Palestiniens, vous pouvez être sûr quand même que les Israéliens ont saboté l'accord. Ils ont vraiment saboté cet accord, et ils ont décidé, et je crois que c'est important de voir ça dans la stratégie israélienne, de porter l'affaire sur le plan régional, avec un objectif stratégique, c'est d'attaquer l'Iran et d'entraîner les Américains dans une guerre contre l'Iran. Et donc ils se sont reportés sur le Liban, avec quand même, il faut le dire, parce qu'aujourd'hui on a l'impression que Gaza c'est fini. Il y a des dizaines de morts civils tous les jours à Gaza. Il y a des bombardements qui se poursuivent, qui montrent d'une certaine manière que l'objectif israélien de dire nous avons détruit le Hamas, il ne représente plus rien, etc., si c'était vrai, il n'y aurait pas ces bombardements. Mais ces bombardements continuent. Il y a un plan qui est aujourd'hui défendu par un certain nombre de militaires israéliens qui est de dire en fait on ne veut pas un accord, on va diviser la bande de Gaza en deux, on va vider le nord de la bande de Gaza, celle qui est frontalière, enfin plus ou moins frontalière d'Israël, de sa population, au nom de la guerre contre ce qui reste d'action armée du Hamas. Et en fait, c'est une première étape vers l'annexion, vers l'occupation durable et l'annexion. Et en même temps, ils ont décidé qu'ils pouvaient porter un coup au Hezbollah, enfin des coups au Hezbollah. Et il y a un journaliste israélien, enfin dans un journal israélien, il y a quelqu'un qui a écrit une chose qui me semble très juste. Il dit « Nous avons été surpris par la guerre sur Gaza, on ne s'attendait pas du tout, mais la guerre contre Hezbollah, on la prépare depuis 2006. » Et c'est vrai qu'on sait maintenant, enfin ce que raconte la presse, mais qui est en partie juste, qu'il y a eu depuis 2006 la construction d'un appareil de renseignement sur tous les dirigeants du Hezbollah, sur tous les militants, etc., extrêmement sophistiqué, qui leur a permis de localiser les gens, de localiser les caches. Enfin, je ne veux pas rentrer dans les détails de pourquoi ça a marché, mais en tous les cas, ça a marché, et ils ont décidé qu'ils pouvaient assassiner des dirigeants politiques, ils pouvaient utiliser, parce qu'ils ont vu qu'avec Gaza, ils disposaient d'une impunité totale, des méthodes qui sont que n'importe quel autre pays aurait utilisé, on aurait qualifié de crimes de guerre, comme l'affaire des bipères et des talkie-walkie. C'est-à-dire, c'est un crime de guerre, c'est-à-dire, ils ont mis des explosifs de manière indiscriminée, sans savoir où ils allaient exploser ni quand, et ils ont explosé. Alors des fois c'était des responsables politiques et militaires, mais on n'a pas le droit non plus de les attaquer comme ça, mais des fois c'était des civils, des gens qui étaient, vous avez peut-être vu ces images où on voit un gars dans un marché qui brusquement explose et ça tue des gens, et puis il y a eu des milliers de gens qui ont été blessés, donc beaucoup de gens qui ont été aveuglés parce qu'il y avait des messages qui arrivaient sur le bipère, et ils étaient écrits de manière si petite que les gens s'approchaient pour le lire et ça explosait. Enfin bon, c'est un vrai crime de guerre. Et, encore une fois, les médias occidentaux ont, disons d'une certaine manière, totalement minimisé ce que ça signifiait au nom de l'idée que le Hezbollah est une organisation terroriste. Peut-être je fais une digression sur le terrorisme, parce que c'est quand même un sujet qui revient régulièrement. On l'a vu dès le 7 octobre, avec cette espèce d'injonction à tous les gens qui avaient la chance d'être, si on peut dire, d'être invités par les médias dominants, disons, à la télé, c'est est-ce que vous dénoncez le Hamas comme une organisation terroriste? Je rappelle plusieurs choses. D'abord que personne n'est d'accord sur la définition du mot terroriste. Deuxièmement, que si le Hamas est effectivement, pour l'Union européenne et les Américains et les Occidentaux, une organisation terroriste, pour le reste de la communauté internationale, c'est de la grande majorité, il ne l'est pas du tout. Mais au-delà de ça, c'est-à-dire, moi j'ai toujours dit, je ne sais pas ce que c'est une organisation terroriste. Comment dire, il y a des organisations qui sont des organisations communistes, nationalistes arabes, socialistes, fascistes, etc. Il y a un projet politique. Aucune organisation n'a comme projet le terrorisme, c'est absurde. Ce qu'on peut dire, et c'est en général comme ça que c'est utilisé, c'est une organisation terroriste, une organisation qui frappe des civils. Si on accepte cette définition, il faut dire que ça s'étend aux États. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que... C'est-à-dire un des problèmes de l'utilisation du terme terrorisme depuis longtemps,
C'est le fait qu'il n'y a que les organisations qui sont non gouvernementales, si on peut dire, qui sont terroristes, mais jamais les États. Or, en fait, si on compte en termes de gens qui tuent des civils, je veux dire, si le Hamas a commis le 7 octobre, je reviendrai, des actes terroristes au sens où ils ont tué des civils, je veux dire, Israël est un État terroriste parce que eux, ils ont ce que Hamas a fait sur une base artisanale, Israël l'a fait sur une base industrielle. Mais au-delà de ça, le problème de l'appellation de terroriste, c'est que quand vous dites une organisation est terroriste, vous dites c'est le mal incarné. C'est-à-dire qu'ils se battent, mais pas pour des raisons politiques. C'est parce qu'ils représentent le mal incarné. Et on ne peut pas négocier avec eux. Or, on sait dans l'histoire que toute une série d'organisations, on parlait, c'est vrai, du Front de Libération Nationale algérien, c'est vrai de l'ANC sud-africaine, c'est vrai des groupes sionistes dans les années 40, ont été qualifiés de terroristes et après sont devenus, d'une manière ou d'une autre, des interlocuteurs valables. Donc, le problème de qualifier l'organisation terroriste, c'est de dépolitiser le problème. Quand vous dites c'est une organisation terroriste, c'est dire qu'ils n'ont pas de revendication, ils représentent le mal. Mais c'est une manière de refuser le fait que s'il y a ces organisations, même si on n'approuve pas leur méthode, c'est parce qu'il y a un problème politique. Je crois que ça c'est vraiment ça me semble être très important à comprendre. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir comment un ministre l'autre jour en français, je ne sais plus lequel, parce qu'ils changent tellement, on n'arrive plus à retenir leur nom. En plus, on pense qu'ils vont changer de nouveau rapidement, donc aussi c'est pas la peine, a dit, évidemment, le Hezbollah est une organisation terroriste. Mais en fait, officiellement, pour la France, le Hezbollah n'est pas une organisation terroriste. La France a refusé d'inscrire le Hezbollah sur la liste des organisations terroristes. Ils ont eu une espèce de ruse en disant oui, nous considérons l'aile militaire comme terroriste, mais pas l'aile politique. Pourquoi? Parce que la France veut jouer un rôle au Liban. Si on veut jouer un rôle au Liban et qu'on refuse d'avoir tout contact avec une organisation comme le Hezbollah, on se prive de toute possibilité. Donc pour la France, c'est-à-dire on a vraiment un double... Pour la France, le Hezbollah officiellement n'est pas une organisation terroriste. Et si vous voulez, cette manière qu'une organisation soit terroriste à un moment, encore une fois, ce n'est pas la question de comment on la définit, c'est quand vous dites c'est une organisation terroriste, c'est-à-dire on ne peut pas avoir de contact avec eux. On ne peut pas avoir de contact avec cette organisation. Donc on ne peut pas négocier. Même si on n'est pas d'accord avec un certain nombre de choses que fait le Hamas, quand en 2006 ils gagnent les élections, c'est un interlocuteur. On n'est pas d'accord avec leur ligne, mais on va pour négocier. Si l'Union européenne veut jouer un rôle, ils ne peuvent pas passer à côté de l'organisation qui a gagné les élections. Or, en fait, on refuse de négocier. Et je donne toujours, et je termine là-dessus sur le terrorisme, cet exemple qui est pour moi emblématique de cette hypocrisie occidentale et européenne, c'est, je ne sais plus, au moment où il y a la grande offensive de l'État islamique en Irak, où ils prennent des villes irakiennes, et il y a les combats à Kobané. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'était 2013, je crois. Donc, il y a les Kurdes qui résistent. C'est les Kurdes qui vont commencer à briser la machine militaire de l'État islamique. Et la France et les pays européens leur envoient des armes. Mais l'organisation qui fait ça, c'est le Parti des travailleurs du Kurdistan, qui est sur la liste des organisations terroristes occidentales. Voilà. Je dirais, c'est là où on mesure l'absurdité de cette qualification de terroriste. Je reviens au Liban. Donc il y a aujourd'hui la décision israélienne d'étendre les combats au Liban, profitant du coup très sérieux qu'ils ont porté, en tous les cas, à la tête et à l'organisation militaire du Hezbollah, et en pensant que ça leur permet d'aller plus loin. C'est-à-dire aujourd'hui, ils sont quand même, il faut dire, ils bombardent la Syrie, ils bombardent le Liban, ils bombardent la Cisjordanie, ils bombardent Gaza, ils bombardent le Yémen. Et tout ça, c'est présenté par les médias comme le droit à la défense. Comme on dit, Israël a le droit de se défendre, mais les gens qui vivent sous occupation n'ont pas le droit de résister. Voilà, c'est ça Alors, aujourd'hui, c'est difficile de dire. Un des aspects importants de cette guerre qu'il faut comprendre, une des raisons pour lesquelles le Hezbollah aussi a, dans un premier temps, limité sa confrontation avec Israël, c'est la décision de l'Iran. C'est-à-dire, l'Iran est un acteur évidemment majeur,
L'Iran est dans une situation où aujourd'hui, en tous les cas depuis 2-3 ans, il vit une situation le pouvoir iranien vit une situation difficile. Ils ont eu un mouvement de la population, le mouvement des femmes et le mouvement démocratique qui ont contesté le pouvoir. Il y a des sanctions très dures qui sont prises contre eux. Et il y a une décision du pouvoir iranien d'essayer de normaliser ses relations, d'abord avec les pays arabes du Golfe. Il y a eu une reprise des relations diplomatiques avec l'Arabie Saoudite, avec les Émirats Arabes Unis, mais aussi avec les États-Unis. Il y a des contacts qui ont eu lieu sur la reprise de la négociation sur le problème du nucléaire iranien. Donc les Iraniens n'étaient pas favorables et ne sont pas favorables à une escalade dans la région. En même temps, il y a il y a des limites qu'ils peuvent accepter ou non. Et je pense qu'ils ne peuvent pas accepter l'écrasement pur et simple du Hezbollah. Et c'est une des raisons pour lesquelles il y a eu ce tir de missile hier. Maintenant, on sait, contrairement à ce qu'a dit les Israéliens, ça a touché un certain nombre de bases militaires israéliennes qui ont le pouvoir. Je ne sais pas si on va aller vers l'escalade, mais ce que je peux vous dire de manière sûre, c'est qu'Israël veut l'escalade. Ils veulent l'escalade, ils ne peuvent pas affronter seuls les Iraniens, ils ont besoin de l'appui américain, mais, et pour l'instant les Américains sont plutôt hésitants, mais ils veulent entraîner les Américains dans cette guerre. Et c'est, je crois, en attaquant le Liban, un de leurs objectifs. Maintenant, vous savez que l'attaque contre le Liban a pris une forme nouvelle. Il y a une invasion israélienne du Liban. Là, on vous dit, ils font des, comment ils disent, je sais plus, des incursions, etc. Mais non, c'est une invasion au sens propre. Ils violent le territoire libanais et tout. Et ils sont confrontés à une guérilla, une guérilla qui a une certaine expérience, comme ils l'ont été dans les années 90 et 2000, qui est organisée. Aujourd'hui, vous avez vu, il y a 8 soldats israéliens qui ont été tués dans les combats, ce qui n'est pas arrivé à Gaza. À Gaza, il y a eu une fois 6 morts, c'était dans un bâtiment qui a explosé. Mais il y a effectivement, mais comme je dis, les coups qui ont été portés au Hezbollah par Israël, on ne mesure pas encore leur effet. Mais ce n'est pas, ce qui est sûr, en tous les cas, une partie des Israéliens le pensent, c'est que Israël risque un enlisement au Liban et que ça risque de changer la donne. Mais on est vraiment dans une situation très, très compliquée, c'est-à-dire avec un gouvernement israélien qui entraîne d'autant plus le monde dans cette guerre qu'il dispose du feu vert, du blanc-seing à la fois américain et européen. Comme il a disposé du feu vert européen et américain à Gaza. Voilà, juste je voulais dire quelque chose sur le Liban parce que c'est l'actualité, mais je veux revenir sur le 7 octobre parce que dans quelques jours, ça va faire 1 an que le 7 octobre a eu lieu et on va assister, je vous conseille de fermer vos postes de radio, de télévision pendant 3 jours parce que ça va être horrible. Mais je crois que c'est quand même important de rappeler parce qu'il faut expliquer ce qui s'est passé le 7 octobre. Quand les gens me disent « mais qu'est-ce qui s'est passé le 7 octobre, et les crimes, et les viols, etc. » je dis « bon, écoutez, on va en discuter. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui s'est passé le 6 octobre. Est-ce que le 6 octobre, le blocus de Gaza avait été levé? Est-ce que le 6 octobre, la colonisation avait été arrêtée? Est-ce que le 6 octobre, les incursions contre les lieux saints de l'islam, et notamment Al-Aqsa, avaient cessé? Est-ce que le 6 octobre, on avait libéré des milliers de prisonniers politiques palestiniens? La réponse est non. C'est-à-dire on était dans une situation où, je dirais que la presse occidentale appelle les situations calmes. Et que moi je dis c'est la situation où on ne tue que les Palestiniens. Ça c'est, la situation est calme. Mais dès qu'on tue un Israélien, c'est une situation insupportable. Donc en fait, un des problèmes pour comprendre ce qui s'est passé le 7, c'est de réfléchir sur ce qui s'est passé avant. Et l'autre manière de comprendre ce qui s'est passé, c'est d'écouter ce que disent les dirigeants du Hamas. Orient 21, qui est le journal en ligne dont je m'occupe, a publié je sais pas, c'est le 10 ou 11 octobre, une analyse du discours qu'Ismaël Haniyeh, chef à l'époque du bureau politique du Hamas, fait dans son discours fait un discours le 7 octobre au matin de l'attaque pour expliquer les raisons. On peut dire il a tort et ça, mais au moins essayons d'écouter ce qu'il dit. Il dit quels étaient nos objectifs.
Nous voulions casser la division Gaza, qui est la division qui encercle Gaza, et montrer aux Israéliens qu'il n'y a pas de sécurité sans solution du problème palestinien. Et ils ont mené une opération qui est avant tout une opération militaire, qui est, il y a eu, je vais revenir sur les morts civiles, il y a eu 1200 morts en gros, dont 400 militaires et policiers. Ils ont pris le contrôle d'une demi-douzaine de bases. Ils ont été étonnés, d'ailleurs, c'est un des problèmes qui s'est posé, c'est que le système israélien de défense s'est effondré, mais vraiment. Et donc les frontières se sont ouvertes, qui a fait que des milliers de Palestiniens de Gaza, des civils qui n'avaient rien à voir, sont venus, sont entrés, je vais expliquer après pourquoi. Donc, casser ce sentiment d'impunité israélienne. Est-ce qu'ils ont réussi, le Hamas? Oui. Deuxièmement, dit Haniyeh, la question palestinienne est en train d'être oubliée. Plus personne n'en parle. Les pays arabes, notamment l'Arabie Saoudite, est en train de préparer un accord de paix avec Israël. Nous voulons remettre la Palestine au cœur de la diplomatie de la politique. Est-ce qu'ils ont réussi? Oui. Le Hamas a réussi. Il a permis qu'on parle de ça. C'est-à-dire, il a permis que de nouveau la question palestinienne revienne au cœur. On a brusquement vu tous nos gouvernements occidentaux qui découvrir que, oui, il faut remettre à l'ordre du jour la solution des deux États. Mais la question qui est posée, c'est pourquoi ils ne l'ont pas fait avant? Pourquoi depuis des mois et des années, ils ne l'ont pas fait? Ils ne l'ont pas fait pour une raison simple que, en août 2023, Macron réunit, comme il aime le faire, les responsables des partis politiques, soi-disant, pour négocier. Et il y a une question qui est posée, je crois que c'est par Fabien Roussel, et la Palestine. Et Macron dit, mais c'est une question totalement secondaire. Et c'est vraiment leur conviction, c'est-à-dire ils sont convaincus que c'est fini la Palestine, c'est un petit conflit, regardez, les pays arabes sont en train d'établir des relations, tout ça c'est fini. Et le 7 octobre, et autre chose qui est important, en septembre 2023, c'est-à-dire quelques jours avant l'attaque du 7 octobre, Netanyahou fait une intervention à l'Assemblée Générale des Nations Unies, comme il l'a fait il y a quelques jours. Il montre une carte de la région. Et la Palestine a disparu. Et c'est symbolique, et c'est vrai. C'est-à-dire, réellement, la Palestine a disparu. Elle a disparu en partie du mouvement de solidarité. C'est-à-dire, c'est vrai que... moi, je fais depuis très longtemps des débats sur la Palestine et tout ça. Ces 10 dernières années, il y a eu très peu de mobilisation. Pour des raisons... Je reproche à personne. La Palestine avait disparu. Et donc l'objectif du Hamas était de remettre cette question au cœur. Et ils ont réussi. Donc on peut dire que sur les deux des objectifs qu'ils avaient, c'est casser l'arrogance et le sentiment d'impunité israélienne et remettre la Palestine au cœur de la diplomatie, ils ont réussi. Là où ils ont échoué, et je ne parle pas encore une fois des questions de qu'est-ce qui s'est passé concrètement le 7 octobre, là où ils ont échoué, c'est qu'on voit dans le discours de Haniyeh l'illusion que le monde arabe va s'enflammer, qu'il va y avoir des manifestations partout. Je pense aussi qu'ils ont des difficultés à comprendre ce que j'ai dit de la stratégie iranienne, c'est-à-dire que les Iraniens ne sont pas dans une stratégie de confrontation. Et donc, d'une certaine manière, même s'il y a eu l'intervention du Hezbollah, même s'il y a eu les Houthis qui ont bombardé, etc., le rapport de force général n'était pas vraiment en leur faveur. Et ce qui explique la manière dont, la machine de guerre israélienne a pu agir avec toute impunité. Dernier élément sur les crimes qui ont été commis le 7 octobre. Écoutez, je sais qu'il y a beaucoup de gens des soutiens de la Palestine qui disent qu'il n'y a pas eu de crime, tout ça c'est une... Il y a deux choses différentes. Il y a eu une vraie fabrication de fausses nouvelles par les Israéliens. La plus extraordinaire, c'est les 40 bébés égorgés. Et vous savez que le président Joe Biden, qui rend visite à Israël le 13 octobre, fait une conférence de presse et il dit « J'ai vu les photos ». Je ne sais pas de quoi il a vu les photos, on sait que c'est un faux, c'est un mensonge. Alors je ne sais pas si c'est le fait qu'il est sénile ou le fait que les Israéliens ont montré des photos, etc. Mais il y a eu une extraordinaire campagne de désinformation.
Parce que, évidemment, c'est-à-dire, si vous dites qu'ils ont égorgé 40 bébés ensemble, je veux dire, c'est un niveau de barbarie qui justifie après le fait que vous disiez les Palestiniens, c'est pas des êtres humains, c'est des barbares. Et puis il y a eu plein d'autres histoires dont on sait qu'elles sont fausses, dont on sait qu'elles ont été fabriquées de manière volontaire ou non, mais en tous les cas, elles ont été amplifiées par l'appareil de propagande israélien et reprises sans critique par les médias français. Et même quand c'est venu les critiques après pour dire que tout ça c'est faux, ça reste dans l'esprit des gens. Moi je rencontre encore des gens qui me disent mais quand même, ils ont égorgé des bébés, etc. Il y a eu un bébé tué, ou deux tués, le 7 octobre. Il y a eu 700 enfants de moins d'1 an qui ont été tués depuis le 7 octobre du côté palestinien. Mais personne n'a cette image. Tout le monde garde Pourquoi il y a eu cette propagande? C'est pas seulement pour, je dirais, aider Israël, c'est que, d'une certaine manière, ça a permis de justifier le génocide aux yeux des opinions occidentales. Moi qui permet de justifier le génocide, et ça c'était très important, parce que les pays européens, comme les États-Unis, ont couvert, alors non seulement ont aidé de manière, enfin surtout les Américains en armant et en l'armée israélienne, mais ils ont couvert politiquement et idéologiquement ce qui se passait. Et ils ont, pendant un temps en tous les cas, paralysé une partie de la riposte des opinions occidentales, même si aujourd'hui les choses ont évolué. Donc il y a eu cette campagne de presse, et bon, je ne reviens pas ici, j'en parle longuement dans le livre sur les mensonges des médias français, et la manière dont les médias français ont utilisé tout ça. Alors maintenant, sur qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Est-ce qu'il y a eu des crimes de guerre? Oui, il y a eu des crimes de guerre commis par le Hamas. Quel crime de guerre? D'abord, la prise d'otages civils est un crime de guerre. C'est la définition d'un crime de guerre. Il y a eu des civils qui ont été tués en tant que civils, et on voit sur des images des civils, des hommes armés palestiniens qui tuent des gens. Voilà. On voit en même temps d'ailleurs sur certaines images, il y a ces civils ou ces militaires palestiniens qui tuent des gens qui disent ça c'est pour mon frère, ça c'est pour mon père, dans le sens où vous avez tué mon père, mon frère, je me venge. Ça justifie rien, hein, mais je dis ça permet peut-être de comprendre. Il y a eu un certain nombre de viols. Il n'y a pas eu de viol systématique, parce que le viol est une arme de guerre, mais il n'est pas une arme de guerre chez les Arabes ou chez les Palestiniens, il est une arme de guerre dans tous les combats, et on sait aussi qu'il y a eu des viols du côté israélien depuis le 7 octobre. Voilà. Donc, ça m'amène à dire quelque chose qui est important, c'est-à-dire que quand on discute de la Palestine, le plus important, c'est pas l'humanitaire. C'est pas de savoir si des crimes ont été commis, et qui les a commis, et à quelle échelle. C'est important, mais ce qui est à la base du problème aujourd'hui en Palestine, c'est la violation du droit politique international, qui reconnaît le droit à l'autodétermination des Palestiniens, droit reconnu par les Nations Unies, droit à créer leur propre État, droit reconnu par les États-Unis, par les Nations Unies, et aussi en principe par les Nations Unies, et droit qui n'est pas appliqué. C'est-à-dire, c'est ça qui est à la base de tout. Et ça sert à... Encore une fois, je pense que les crimes israéliens commis depuis le 7 octobre, comme j'ai dit, c'est une dimension industrielle par rapport à ce qui a été fait le 7 octobre. Mais au-delà de ça, je crois qu'il faut répéter que c'est la non-reconnaissance du droit des Palestiniens à l'autodétermination qui est à la base de l'instabilité, des guerres, etc. Et tant que ça ne sera pas réglé, il n'y aura pas de paix. Il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas de stabilité, il n'y aura pas de reconnaissance, il n'y aura pas de respect du droit humanitaire. Maintenant, peut-être une dernière chose pour laisser le temps aux questions, c'est de parler un peu de la politique de la France. Parce qu'une des choses, d'abord parce que ça nous intéresse, peut-être parce que aussi nous pensons que nous pouvons avoir un poids pour influencer la politique de nos gouvernements, mais aussi le fait que, je veux dire, ce qui s'est passé avec la politique française, et Macron est l'aboutissement d'un tournant qui date du début des années 2000, où la lecture du conflit palestinien a changé.
Globalement, depuis 1967, et les positions prises par le général de Gaulle, et reprises ensuite par tous ses successeurs de manière différente, que ce soit Valéry Giscard d'Estaing, qui au départ était un pro-israélien total, etc., ça a été de dire quoi? De dire oui, nous sommes pour le droit d'Israël à la sécurité, mais cela suppose la reconnaissance du droit des Palestiniens à l'autodétermination et la négociation avec l'OLP. Et ça a été en ce sens que la diplomatie française, d'abord se différencier de la diplomatie américaine et jouer un rôle actif. Ils ont joué un rôle actif pour amener à la reconnaissance par Israël de l'OLP, même si ça s'est fait dans des conditions spéciales sur lesquelles éventuellement on pourra revenir dans le débat. Donc, jusque-là, il y a une position française qui a entraîné une partie de l'Europe, c'est-à-dire en 1980, c'est Giscard d'Estaing encore une fois, qui fait adopter par le sommet européen de Venise, il y a 9 États à l'époque, c'est pas comme 27 aujourd'hui, une déclaration qui reprend ce que je viens de dire, c'est-à-dire droit à la sécurité d'Israël, droit à l'autodétermination des Palestiniens, négociation avec l'OLP. À partir de 2001, petit à petit, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, la vision du conflit a changé, et on l'a inscrit petit à petit, les dirigeants français, dans l'idée qu'il y a une guerre mondiale contre le terrorisme, et que la Palestine, ce n'est pas un problème de droit à l'autodétermination, c'est un problème de terrorisme et de terrorisme islamique. Et ça, je crois que c'est vraiment très très important, et on a vu évoluer pas seulement la position officielle de la France, mais la position de tous les partis. C'est quand même extraordinaire que les républicains, mais je dis aujourd'hui, sont l'héritier de Charles de Gaulle. Et c'est eux qui expliquent aujourd'hui qu'il faut transporter l'ambassade de France de Tel Aviv à Jérusalem. Mais au-delà des républicains, c'est toute la classe politique française qui plus ou moins a été influencée par cette vision. C'est-à-dire que, alors c'est lié aussi évidemment avec le débat intérieur français, ce qui s'est passé avec le 11 septembre 2001, mais surtout à partir des attentats de 2015, Charlie, le 13 novembre, etc., où petit à petit, quand on parle de la Palestine, les médias, mais aussi, enfin, une partie des responsables politiques, utilisent ce terme, enfin, cette vision du terrorisme. Il y a eu plein, en 2015-2016, tous ces dirigeants politiques qui disent qu'il faut se servir du modèle israélien de lutte contre le terrorisme. À quoi je répondais, je dis, s'il y a un pays où il y a du terrorisme, au sens où vous l'entendez, et où il y a des problèmes, c'est Israël. Qu'est-ce que vous voulez nous engager dans une guerre de 1000 ans au nom de la guerre contre le terrorisme? Mais c'est quand même quelque chose qui est devenu dominant, et avec Emmanuel Macron, on a atteint le stade ultime, à mon avis, de cet alignement sur la politique israélienne, et sur la politique israélienne, et aussi sur la vision israélienne de ce qui se passe. Parce que Netanyahou, qui a joué un rôle important dans la définition du concept de guerre contre le terrorisme dans les années 80. Mais à l'époque, pour lui, le terrorisme, c'était évidemment l'OLP et l'ANC, mais c'était l'Union soviétique surtout. Et puis, quand l'Union soviétique a disparu, il a fallu trouver un autre ennemi. Ça a été le terrorisme islamique, et l'idée petit à petit que nous sommes dans une guerre de civilisation. Et c'est ce que Netanyahou a dit. Il dit, aujourd'hui, je ne sais plus quand c'est fait, nous défendons la civilisation judéo-chrétienne. Et un de ses ministres a dit, nous nous battons ici, mais c'est pour empêcher que ça vienne chez vous. Nous sommes l'avant-garde. C'est Herzl qui l'avait dit, le fondateur du sionisme. Il a dit, nous créerons un État qui sera l'avant-garde de la lutte, l'avant-garde du monde civilisé. Et c'est très dangereux, cette vision-là, parce que d'abord, ça nous entraîne dans une guerre de civilisation, encore une fois, qui n'est pas politique, qui est de dire les civilisations sont incompatibles, donc elles ne peuvent aller que vers la guerre. Et c'est aussi très inquiétant parce que ça a des conséquences sur la politique intérieure française. C'est évident que tout le développement de la lutte du gouvernement français contre le séparatisme, les institutions musulmanes, les musulmans en général, etc., est lié à cette prise de position sur la Palestine. Il y a un rapport entre les deux. Et il y a d'autant plus un rapport entre les deux que cette vision imprègne une partie de la gauche, qui pense aussi qu'aujourd'hui la laïcité est menacée, qu'il faut se battre, qu'il y a un grand complot musulman contre les institutions de la République, etc., etc. Et on rentre dans un... Bon,
la pointe avancée de ça, ça a été le fameux printemps républicain, enfin le groupe qui s'appelait le printemps républicain, dont l'essentiel venait de la gauche, hein, c'était pas l'extrême droite, et qui a repris les thèses de l'extrême droite. Et aujourd'hui, c'est d'autant plus important que dans le paysage français, le parti le plus pro-israélien, c'est le Rassemblement national. Et c'est pas quelque chose de propre à la France, c'est l'extrême droite aujourd'hui. Il y avait un temps où l'extrême droite, en 67, par exemple, au moment de la guerre de 67, était très divisée. C'est-à-dire, il y a une partie qui disait Israël c'est bien, ils représentent, ils vont nous venger de la guerre d'Algérie, etc. Et puis une partie qui était vraiment des antisémites qui disaient non, il faut tuer les juifs, donc il faut se battre contre les... Aujourd'hui, c'est fini ça. Tous les grands partis d'extrême droite défendent Israël. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas antisémites. Hein. C'est ça le truc plus extraordinaire. Et on a publié sur Orient 21 un article qui montre comment Israël blanchit l'antisémitisme européen et international, y compris autour de Donald Trump, etc. Le problème, c'est si vous êtes pour Israël, ce n'est pas très important que vous soyez antisémite. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et le fait qu'aujourd'hui, on pense qu'on puisse combattre l'antisémitisme en faisant une grande manifestation avec le Rassemblement national, ça montre quand même un extraordinaire recul de la pensée politique. Donc, je crois que ça, c'est important de comprendre, parce que cette lutte que nous menons pour la Palestine, pour moi, elle est vraiment liée à la lutte qu'on mène contre l'islamophobie. C'est pas le même combat, bien sûr, mais il y a quand même un rapport entre ces deux combats que nous menons. Voilà, je termine en disant simplement que je veux dire, c'est vrai que les perspectives sont sombres, je veux dire, il ne faut pas se raconter l'histoire, la destruction, je ne vais pas parler parce que je pense que vous êtes tous convaincus, le niveau de destruction de Gaza, c'est incomparable avec ce qui s'est passé depuis 50 ans, même que les gens ont dit c'est pire que ce que les villes allemandes ont subi en 44-45. Je veux dire, on est dans un niveau de destruction, etc., qui est terrible, et ce qu'on n'a pas été capable d'arrêter. C'est vrai qu'il y a ce feu vert occidental donné à Israël, et vous savez, il y a aujourd'hui des gens qui me disent oui, il y a des contradictions entre Biden et Netanyahou, mais on s'en fout qu'il y ait des contradictions. On s'en fout que Biden, dans sa barbe, dise c'est pas bien ce que Netanyahou fait, dans la mesure où il continue tous les jours à lui fournir des armes. Et même chose pour la position française. Quand vous discutez avec des diplomates français, ils disent mais comment vous osez dire ça? Nous sommes pour deux États, nous sommes contre la colonisation. Et on leur répond mais attendez, qu'est-ce que vous faites contre? Vous êtes contre la colonisation, mais vous soutenez un gouvernement qui la met en œuvre sans rien faire. C'est là où il y a vraiment je veux dire, une contradiction qu'il faut essayer de mettre en lumière, parce que, je veux dire, le gouvernement israélien aujourd'hui nous entraîne vraiment vers une catastrophe. Et qui est une catastrophe qui n'est pas seulement pour les Palestiniens, évidemment c'est les Palestiniens qui en payent le prix, mais qui risque d'être dans toute la région et d'avoir des répercussions mondiales, quoi. Donc c'est important de se mobiliser. Et je termine simplement en disant, une des choses que je dis souvent dans les débats que je fais, c'est que il y a une mobilisation importante sur la Palestine, en France. En même temps, je suis parfois surpris, je ne veux pas apparaître... la Palestine, c'est une question compliquée. Nous sommes face à une extraordinaire campagne de désinformation. Répondre à ça n'est pas facile. Et ce n'est pas parce qu'on est solidaire avec les Palestiniens qu'on est capable de répondre. Et donc moi j'ai tendance à dire, écoutez, essayez d'apprendre, essayez de comprendre. Moi je dirige un journal qui s'appelle Orient 21, qui donne beaucoup d'informations, qui est d'un accès libre, gratuit, qui donne beaucoup d'informations et beaucoup d'éléments pour répondre. Et il faut essayer de convaincre les gens. C'est-à-dire, globalement, aujourd'hui, après le 7 octobre, les gens ont été massivement favorables à Israël. Il faut pas simplement les rejeter, vous êtes des salauds, etc., etc. Il faut arriver et trouver les éléments pour le comprendre sans forcément... Enfin, en essayant de comprendre. Moi, j'ai eu l'autre jour une
fonctionnaire assez haut placé qui m'a écrit pour me dire mais vous racontez n'importe quoi sur le 7 octobre, etc. Je ne l'ai pas insulté, j'ai essayé de lui répondre. Elle m'a dit mais quand même ils veulent détruire, ils veulent construire la Palestine du fleuve au Jourdain, du fleuve à la mer, enfin du fleuve Jourdain à la mer Méditerranée, etc. J'ai dit mais vous savez que c'est dans la plateforme Likoud depuis 1977 l'idée que il peut y avoir qu'un État juif du Jourdain à la Méditerranée, ça ne vous pose pas de problème? Elle dit, j'étais pas au courant. Et vraiment, j'ai échangé avec elle, je ne sais pas dans quelle mesure je l'ai convaincue, mais je crois que c'est important de s'armer pour, effectivement, si on veut faire basculer les choses et si on veut obtenir un changement qui soit favorable aux Palestiniens. Merci. Tu arrives à faire le lien vraiment avec ce qui se passe ici idéologiquement par rapport à l'islam et tu n'évacues pas ce problème et du coup ça ne peut que faire avancer en fait les consciences quand même sur la perception de la Palestine et la perception qu'on a aujourd'hui de toute l'idéologie contre l'islam en France, quoi. Ce lien que tu fais il est très important parce que c'est pas évident de le comprendre. Alors ça, c'est ce que je pensais à ce moment-là. Donc on va commencer, les questions, donc les premiers qui parlent sont toujours, voilà, allez hop, c'est parti. Bonsoir, en tout cas, je vous remercie pour cette présentation et cette projection relativement, je dirais, courte, mais exhaustive et factuelle. J'ai deux petites remarques, mais j'ai quelques petites questions. Ma remarque, c'est que concernant comme vous avez parlé de 7 et des bureaux et des nombres des victimes, à ma connaissance, le journal Haaretz, qui est quand même un journal israélien qui de temps en temps dit des choses vraies, avec le New York Times, ils nous ont dit, à ce jour-là, il n'y a absolument aucune preuve, ni légale, qui prouve qu'il y ait des vols. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, le nombre de victimes israéliennes, sur lequel on nous a fait passer qu'ils étaient massacrés par le Hamas. C'était intéressant, j'avais par hasard regardé une interview d'un ancien général français, un entraide, on lui a posé la question, il est spécialisé dans longtemps, il lui a dit qu'est-ce que vous pensez, il leur a dit c'est simple que ça. La projection elle est simple, le Hamas, ce qui est vrai, il ne faut pas être idiot pour le comprendre, il a attaqué avec qui c'est des armes hyper légères, des kalachnikovs, des trucs simples, mais regardez le champ de bataille, comment il est produit. L'état de dégâts, ça nous vient uniquement des missiles qui sont de type américain. Il leur a même donné la marque du missile et la tête explosive. Quand ça explose, ça fait une flamme, ça brûle tout à côté. Donc c'est l'armée qu'ils ont utilisé leur soi-disant code. Je ne me rappelle pas de leur code, l'armée. On préfère tuer exactement avoir des otages. Donc il y avait des victimes, mais pas autant par les gens de Hamas. Donc la désinformation est là. Bonsoir à tous. Merci pour le comité en ligne pour cette soirée. Merci Alain pour votre exposé qui est très fort intéressant et instructif. J'ai bien compris qu'il faut au niveau personnel à chacun d'essayer de parler, discuter, s'informer et effectivement de désinformer, contrairement à ce qui fait les médias français. Ma question est, on ne peut plus compter sur l'Occident, on ne peut plus compter sur la solidarité des pays arabes. Qu'est-ce qui nous reste comme option? Alors, l'Iran, il fait très attention pour ne pas mordre ou ne pas tomber dans le piège d'Israël, de nous mener vers une guerre. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la Russie, de la Chine? Une des choses, j'ai parlé du nombre de victimes civiles, 1200. Mais il y a une partie des gens, des civils israéliens ont été tués par l'armée israélienne. C'est très difficile de savoir combien, parce que, en fait, c'est pas possible de mener des enquêtes réelles en Israël aujourd'hui, parce qu'il y a une censure très forte, même si, comme vous l'avez dit, c'est des journaux israéliens, Haaretz et plus 972, qui ont révélé un certain nombre de choses. C'est-à-dire qu'il y a eu un
un sentiment de panique le 7 octobre dans l'état-major israélien. Et ils ont bombardé avec des armes que, évidemment, les Palestiniens n'avaient pas, qui ont tué des centaines de gens. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, au tout début, le chiffre donné par Israël, c'était 1400 morts. Et puis, du jour au lendemain, c'est passé à 1200. Et personne n'a dit, mais comment, c'est quand même 200. Et en fait, c'était des morts palestiniens, mais qui étaient tellement brûlés qu'on n'avait pas pu les identifier. Et le problème, c'est que les Palestiniens n'avaient pas les armes pour faire ça. Et on sait donc qu'il y a eu un certain nombre de gens qui ont été tués par l'armée israélienne au nom de la fameuse doctrine Hannibal qui, en résumé, dit que s'il y a des Israéliens pris en otage et enlevés, vous pouvez tirer même si vous risquez de tuer les otages. Et c'était ça qui a été appliqué. Et donc il y a un certain nombre de ces gens qui ont été tués par les Israéliens. Sur les viols, comment dire, les Israéliens ne permettent pas facilement le viol. Il y a eu une commission des Nations Unies qui dit qu'il y a eu un certain nombre de viols. Et, je veux dire, comme j'allais dire, ça ne me choque pas, ça me choque évidemment comme tout. Mais c'est évident qu'on est dans une situation qui est très compliquée. Alors j'ai dit, il y a eu... L'attaque s'est passée de cette manière. Il y a eu d'abord les commandants du Hamas. Si vous avez l'occasion de regarder un film qui s'appelle 7 octobre, fait par Jadir Armand. C'est très bien parce qu'il montre à la fois comment ça s'est déroulé, il montre aussi qu'un certain nombre de crimes ont été commis par le Hamas, mais il montre aussi le niveau de désinformation israélienne. Il y a eu, un peu par hasard, moi j'ai un ami égyptien qui était à Gaza le 7 octobre parce qu'il parlait palestinien. Il m'a dit comment ça s'est passé, c'est-à-dire qu'il y a eu cette offensive, les frontières se sont ouvertes, et brusquement, des milliers de Palestiniens ont été là-bas. Et ils ont pillé en partie, parce qu'ils vivent dans des conditions épouvantables, et qu'ils ont pris des gens en otage. Pourquoi? Parce qu'ils ont eux-mêmes des familles, ils ont eux-mêmes des gens qui sont en otage, qui veulent les échanger. Alors on vous dira, mais les prisonniers palestiniens en Israël, c'est pas des otages. Non, c'est des otages. Salah, je crois qu'il n'est plus là, il est sorti, mais Salah était un otage. C'est ce qu'on appelle la détention administrative. C'est-à-dire que vous êtes en prison, sans jugement, ad vitam aeternam, renouvelable tous les 6 mois. C'est les services de renseignement israéliens qui donnent des informations aux juges qui ne sont pas communiquées aux avocats et vous restez en prison. Donc, pour toutes ces raisons, il y a eu ces prises d'otages. Encore une fois, les prises d'otages sont, par définition du droit international, un crime de guerre. Voilà. Alors, ceci étant, ça m'a amené à quelque chose. Parce que moi, réellement, je ne dis pas que l'humanitaire n'a pas d'importance ou que les lois de la guerre n'ont pas d'importance. Il faut se battre pour que les lois de la guerre soient appliquées, même si je ne connais pas de guerre où les lois de la guerre n'aient pas été violées, etc. Mais encore une fois, le problème, il est politique. Il n'est pas humanitaire. C'est-à-dire, on ne pleure pas sur les Palestiniens seulement parce qu'ils sont tués. On pleure sur les Palestiniens parce que leurs droits fondamentaux ne sont pas respectés. Et pour cette question de crime et de comment les comprendre, je parle dans un livre d'un incident qui a eu lieu en 1956 à Gaza. À Gaza, donc vous savez, en 1949, il y a la paix, enfin, c'est une trêve entre les pays arabes et Israël, et Gaza passe sous contrôle égyptien. L'Égypte ne l'annexe pas, mais sous contrôle égyptien avec, disons, 2 tiers de réfugiés et 1 tiers de gens qui sont les habitants de Gaza qui, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas une bande désertique, mais a une histoire très glorieuse depuis des millénaires et a joué un rôle important et est un sport important. Il y a autour de Gaza un certain nombre de kibbutz qui ont été créés après 1949. Je rappelle quand même que ces kibbutz, ceux qui ont été affectés aujourd'hui, sont des kibbutz qui ont été installés sur des terres qui étaient prévues pour l'État palestinien dans le plan de partage. Et donc, il y a un jeune garde d'un de ces kibbutz qui patrouille, il est enlevé par les Palestiniens et tué dans des conditions horribles. Et ça crée une immense émotion en Israël. Et Moshe Dayan, qui est le chef d'état-major israélien,
qui va devenir ministre de la Défense, et un des personnages les plus historiques, entre guillemets, d'Israël. Et je ne sais pas s'il est envoyé là-bas ou il est déjà là-bas, il rend hommage à ce jeune qui a été tué, et il dit la chose suivante, il dit, il faut que vous compreniez, nous sommes ici par la force, nous avons besoin de... Enfin, le combat n'est pas terminé, il faut que vous endurcissiez, etc. Mais il dit, il faut que vous compreniez une chose. Les gens qui sont derrière les barbelés que vous voyez là-bas, vous êtes installés sur leur terre. Vous avez pris leur machine, vous avez pris leurs animaux, et qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont vous aider? Je veux dire, et je crois que cette lucidité l'honorait d'une certaine manière. Il avait compris. D'autant plus aujourd'hui, on vous dit c'était des gens de gauche, enfin ceux qui ont été attaqués. Il ne faut pas revenir sur l'histoire de 47-49, mais la principale organisation qui s'appelait le MAPAM, qui était une organisation quasiment d'extrême gauche, vis-à-vis des Palestiniens, elle a fait exactement comme la droite. C'est-à-dire, elle les a expulsés, elle a pris leurs terres, etc. Donc, de gauche, et puis en plus aujourd'hui, ce qu'on appelle de gauche en Israël, il y a vraiment des choses très, très différentes. Donc, je crois qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que ce qui se passe en Israël-Palestine, c'est le résultat de la dépossession des Palestiniens. C'est ça qui est à la base de tout. Comment on va régler la question? Franchement, vous me demandez, j'en sais rien. Je sais simplement que sur la terre historique de la Palestine, il y a 7,5 millions, 8 millions de Juifs, 7 millions, 12 millions de Palestiniens. Il n'y aura pas de solution sans prendre en compte tout le monde. Voilà. Comment on va y arriver? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'arrivera pas à une solution en recrutant les Palestiniens et en les privant de leur droit. Sur les médias français, il y a parfois chez les gens l'idée que les médias, il y a un lobby sioniste tout puissant qui empêche d'intervenir. Moi, je rappelle que les principaux médias aujourd'hui, ils sont tenus par des gens comme Bolloré, qui n'a rien à voir avec le judaïsme, qui est un chrétien intégriste et qui soutient Israël. Mais au-delà de ça, je dirais il y a deux choses. C'est d'abord comprendre que en 1967, quand le général de Gaulle prend la position sous la pluie, il a contre lui 90% des médias. Il a contre lui l'essentiel de la classe politique, à l'exception du Parti communiste, qui à l'époque est un parti puissant, et d'une partie des gaullistes seulement. Une partie des gaullistes est très pro-israélienne. Et les médias continuent. Pendant 20 ans, disons, les médias ont été pro-israéliens. Et puis ça a changé petit à petit. Il y a eu l'invasion israélienne du Liban en 82, il y a eu la première intifada, les gens ont changé. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois, j'ai l'impression quand les gens me parlent du lobby et d'une espèce de truc tout puissant, je leur dis, mais alors bon, on rentre chez nous, hein. Franchement, s'ils contrôlent tout, et s'ils sont qu'est-ce qu'on fait? Moi, je crois qu'on peut changer les choses. Si aujourd'hui, les médias français ont changé, je dirais, avant de changer sur la question de la Palestine, ils ont changé sur la vision de l'islam. Et qu'ils ont participé à cette islamophobie d'État aujourd'hui qui est prégnante. Et ils ont vu le conflit palestinien à travers la grille d'analyse de l'islam et de l'islam radical, etc. Dernière chose sur qui on peut compter. Je dois dire que, bon, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même panier parce que ce n'est pas tout à fait pareil, mais les États qui ont pris des mesures concrètes pour aller au-delà d'une condamnation verbale de l'agression israélienne sont très peu nombreux. Il faut d'abord saluer les pays latino-américains. Il y en a 2 qui ont rompu leur relation diplomatique, 4 qui ont retiré leur ambassadeur. Il y en a un qui a choisi la Colombie, qui a arrêté la coopération militaire. Il y a d'autres États qui ont fait des choses. La Turquie a suspendu une partie des rapports des relations commerciales qu'ils avaient avec Israël. Il y a même des États européens qui ont fait quelque chose en suspendant une partie des licences d'armes, etc., etc. Mais quand même, globalement, c'est très insuffisant. Et il faut dire que les 2 grandes puissances que vous citez, la Russie et la Chine, qui, au niveau des principes, sont en principe pour le droit de la détermination, mais enfin, les Français aussi, n'ont rien fait du tout. Or, aussi bien les Chinois que les Russes ont des relations très importantes
avec Israël, et les relations entre Poutine et Netanyahou sont excellentes. Je veux dire, donc voilà, on se retrouve dans cette situation, malheureusement, où cette paralysie de la communauté internationale, bien sûr, c'est les Occidentaux qui portent la responsabilité principale, mais il y a un certain nombre d'autres pays qui ne font pas ce qu'ils devraient faire. Et peut-être parce que dans une certaine mesure, un certain nombre de ces pays pensent que si on détruit l'ordre international, c'est une bonne chose. Il y a l'idée qui est juste que l'ordre international est dominé par les Occidentaux. Mais si on entre dans une période où il n'y a plus d'ordre international, où c'est la loi de la jungle, où demain la Chine peut on va dire des lois, qu'est-ce qu'on va leur dire? Vous violez le droit international, mais les Occidentaux n'arrivent pas à faire. Même chose pour les Russes. Quand il y a eu l'invasion russe de l'Ukraine, la majorité des États dans le monde ont condamné l'invasion. Mais quand on leur a demandé quand les Occidentaux ont été les voir en disant prenez des sanctions, ils ont dit non, pas du tout. Nous comprenons que vous défendiez vos intérêts géopolitiques en Europe, parce que l'Ukraine c'est en Europe, vous avez peur, etc. Mais ne venez pas nous dire que c'est au nom du droit international, que vous violez régulièrement sur toutes les autres questions. Et je dis dans le livre, ça me semble important, un des enjeux majeurs de la guerre de Gaza, au-delà de même la survie parfois des Palestiniens, c'est l'avenir de l'ordre international. C'est-à-dire que, ou bien on va rentrer dans une période de loi de la jungle, et où on va détruire totalement le droit international, ou bien on va essayer de mettre en œuvre une partie du droit international. Et le fait que la Cour internationale de justice ait à la fois dénoncé les risques du génocide à Gaza, et à la fois dit que l'occupation était illégale, et que, comme on dit, ça peut avoir l'air étrange, une occupation illégale. Il y a des occupations qui sont légales, c'est-à-dire, si vous êtes en guerre avec un autre pays que vous occupez, c'est pas illégal. Vous avez simplement des obligations de respecter les conventions de Genève, les droits humains, etc., etc. Mais si vous considérez que là, la Cour internationale de justice a dit non, ça fait 70 ans que ça dure, on n'est plus dans ce cadre-là. Voilà. Et puis il y a la Cour pénale internationale, dont le procureur a demandé un mandat d'arrêt contre Netanyahou et Gallant. Et ça fait 6 mois qu'il l'a demandé. Il a donné récemment une interview à la BBC, que personne n'a repris ici en France, où il dit nous subissons des pressions incroyables pour ne pas publier ces mandats. Et il dit des choses, il va plus loin, parce qu'il dit moi-même, personnellement, je suis menacé. C'est pas par des. Il dit il y a des États qui font pression, mais il y a des menaces personnelles sur moi et ma famille. Et là aussi, on n'a entendu aucune réaction de tous les gens qui défendent le droit international. Pour ne pas être totalement désespérant, moi je reste encore, je pense que si la Cour pénale internationale sort un mandat d'arrêt, ça peut avoir un effet, et justement nous permettre de dire aujourd'hui la question sur laquelle nous nous mobilisons, c'est la défense de la Palestine, c'est la défense du droit international. Et c'est ça qui est en jeu. Et je pense qu'on peut le faire et que l'importance du mouvement de solidarité avec les Palestiniens, je me suis mal exprimé en disant que je pense qu'il joue un rôle important, y compris en France, même si ça n'a pas été aussi important qu'au Royaume-Uni, et ça, pour des raisons diverses. Il y a un mouvement important. Le mouvement qu'il y a eu aux États-Unis, c'est important. Le fait que, notamment aux États-Unis, les jeunes juifs jouent un rôle très important dans ce mouvement, c'est aussi important. Donc, il ne faut pas se désespérer, il faut se battre de manière intelligente en montrant justement que ce qui est en jeu, c'est à la fois le droit à l'autodétermination d'un peuple, mais c'est l'avenir des relations internationales et la manière dont ces relations internationales vont être gérées dans les décennies qui viennent. Le monde arabe est très divisé, il est éclaté, il n'y a pas de stratégie, il est largement sous la coupe des Américains, et je veux dire, c'est... Donc il y a... Enfin, je veux dire, les pays du Golfe, pour l'essentiel, cherchent à rétablir des relations avec Israël. Donc il y a la Syrie, le Yémen, la Libye qui sont détruits, et même l'Irak par l'intervention américaine qui a privé l'Irak, même si toujours un certain rôle qui a privé l'Irak de ses possibilités. Donc il y a peu d'acteurs.
Et c'est intéressant de noter qu'aujourd'hui, les seuls acteurs qui interviennent sont des acteurs non gouvernementaux, c'est-à-dire le Hezbollah, les milices houthis, les milices irakiennes, qui essayent de faire quelque chose, mais ça pèse assez peu, il faut le dire. Et puis, on a des pouvoirs qui interviennent, c'est-à-dire, il y a eu des manifestations de solidarité avec les Palestiniens, en gros, un peu au Maroc et un peu en Jordanie, mais très contrôlées par les pouvoirs, parce qu'ils ont très peur, parce qu'ils ont appris des révolutions arabes que, vous savez, en Égypte, les mobilisations qui ont abouti à la chute de Moubarak, elles ont commencé en 2008 sur la Palestine et Gaza. Et ils savent très bien que si on laisse se développer des mouvements très importants, ça se retournera contre les pouvoirs en place. Mais, si vous voulez, l'échec du monde arabe, ses divisions, son incapacité depuis la paix entre l'Égypte et Israël à présenter un front uni, etc., elle n'est pas nouvelle, elle est éclatante, si vous voulez, avec cette crise. La question que vraiment m'intéresse, moi, c'est la question que, voilà, il y a un an, que Netanyahou il a déclaré 2 buts essentiels pour ce début de ce génocide en cours. Récupérer les otages vivants, ou récupérer les otages, et mettre un terme aux forces du Hamas et toutes les forces armées à la bande de Gaza. Un an après, tu vois que, voilà, il n'y a rien, militairement, Netanyahou et son gouvernement, ils n'ont rien abouti. Et ça se voit qu'ils sont en train d'avancer sans aucune vision claire politiquement. Même les Israéliens le disent, on est rentré mais on ne sait pas quoi faire. On ne pourra pas rester. De toute façon, là, de couper Gaza en 2 morceaux, rester dans l'ancien rue, on va dire, de Netzarim, retourner sur les années 2000 où tous les 2 semaines, tu as 1 ou 2 ou 3 soldats morts, c'est le fait pour laquelle Sharon il s'est retiré en 2005. Le Liban, si son seul but, déclarer que voilà, on veut retirer le Hezbollah 7 km loin des frontières pour faire retourner les colons du colonie des Nord, les 300 000 qui sont partis il y a des mois. Si c'est ça le but, franchement, il n'y a aucun sens, moi je pense, parce que les missiles de 7 km, ils peuvent sortir un petit peu de plus loin et ça donne le même résultat. Les colons vont pas retourner. Moi je pense que je crois qu'on n'est plus dans le terme cessez-le-feu. Je ne crois pas qu'il y ait un cessez-le-feu. On n'est plus dans le modèle où voilà les Nations Unies, où il y a une force mondiale peut venir et imposer un cessez-le-feu et tout va retourner comme s'il n'y a rien qui s'est passé depuis un an. Je crois qu'on est parti dans un truc dans la région qui est à long terme. Long terme qui peut durer des années. La pression énorme qui est en train de mettre sur le Liban, c'est juste pour essayer de vraiment laisser Gaza toute seule, sans l'intervention de Hezbollah, et essayer de vraiment remettre toutes ses forces sur Gaza. Mais moi, je pense que ça a été décidé, je crois, et ça a été dit que tant qu'il n'y a pas un cessez-le-feu à Gaza, il n'y aura pas un cessez-le-feu ni de Yémen, ni de Liban, ni les brigades qui sont en Irak. Je veux dire, toute la région n'est pas stable. Et peut-être que Netanyahou en tête, il veut laisser traîner jusqu'à novembre. Jusqu'à l'arrivée, il pense qu'il y aura l'arrivée du Trump au pouvoir. Et là où il peut avoir un plus grand deal avec les Américains dans la région, peut-être que c'est ça, je peux pas... J'ai pas une réponse. Mais moi, je pense que, vu la société israélienne, vu la scène inter-israélienne, moi, je pense que jamais la société israélienne était divisée autant. Il n'y avait jamais autant d'une crise sociale, idéologique en Israël. Moi, je pense que c'est la crise la plus profonde depuis 1948 jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas Netanyahou et son équipe politique, ils écrasent tout. On n'a jamais vu au pouvoir des Israéliens autant qui s'en foutent de tous les amis, de tout le monde. Mais vraiment tout le monde.
ni les opposants, ni la société, ni les manifestations, ni les anciens chefs de l'armée, ni les anciens chefs du Mossad, rien. Alors je crois qu'il y a un élément déclencheur que s'il se rajoute, ça va represser Netanyahou, c'est la question de la Cisjordanie. La Cisjordanie, c'est, à mon avis, c'est le côté faible des Israéliens, parce que c'est là où tu as les colons, tu as 800 000 colons, c'est là où il y a l'attaché direct aux villes israéliennes, Tel Aviv et compagnie, et là, on l'a vu hier avec deux jeunes à Yafa, ce qui s'est passé, et à mon avis, un déclenchement en Cisjordanie, ça peut aussi changer toute la scène dans la région, parce que de retirer des forces et de les remettre en Cisjordanie encore une fois, moi je ne pense pas que les Israéliens ils ont la capacité de le faire. Mais moi, la dernière chose, je pense qu'on est allé dans un escalade, peut-être un escalade qui est à long terme. Je ne veux pas dire comme l'Ukraine exactement, mais c'est la nouvelle mentalité d'une nouvelle guerre. On n'est plus dans les guerres rapides on était capable de voir l'Irak quelques mois, ou je sais pas, l'Afghanistan quelques mois. Non, là, c'est clair qu'on est devant un nouvel mode de guerre qui est un modèle de guerre qui est à long terme. Tu ne penses pas que dans les objectifs israéliens, l'idée d'entraîner les Américains dans une frappe contre l'Iran est quand même aujourd'hui... on a l'impression ils sont... Enfin, après, en tous les cas, les coups qu'ils ont portés au Hezbollah, il y a une telle arrogance que j'ai l'impression... Et que le sentiment que rien ne peut les arrêter. C'est-à-dire que Biden dit une chose, il dit un cessez-le-feu au Liban, et le lendemain, ils attaquent le Liban. Donc aujourd'hui, de se dire, mais finalement, on n'a jamais été dans une aussi bonne condition, parce qu'il y a les élections américaines qui fait que c'est difficile pour un président de se faire. Donc si on peut entraîner les Américains dans un affrontement avec l'Iran et attaquer les installations nucléaires, pour nous, c'est quelque chose de... Non ? Non, oui, c'est clair que, déjà, on avait la discussion tout à l'heure, mais Israël n'avait jamais eu un feu vert comme celle qu'elle a depuis le 7 octobre. Jamais. Depuis 1948 jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait pas ce feu vert qui était donné comme depuis un an. Et les ambitions israéliennes, c'est clair, c'est la destruction de l'Iran. Ils veulent, quand Netanyahou il a déclaré il y a une semaine que moi je veux installer un nouveau Proche-Orient. Le nouveau Proche-Orient, il passe par quelques étapes. Détruire le Hezbollah totalement, et tous les alliés dans la région, arriver à la je veux pas dire à la chute du régime. Mais il a intérêt de faire entrer les Américains dans le jeu, essayer d'attaquer ou affaiblir au maximum, je ne veux pas dire détruire, mais affaiblir au maximum les Iraniens et leurs projets nucléaires. Peut-être, moi je pense que s'il y a une riposte, peut-être qui vient dans la semaine qui viennent là, parce que là, demain, il y a Rosh Hashanah, je pense que ça va faire passer le week-end jusqu'à dimanche, la fin des fêtes. Mais à partir de lundi, on peut avoir une intervention israélienne qui peut mélanger les cartes avec les Américains. C'est pour ça aussi qu'il y avait aujourd'hui la sommet à Qatar entre l'Iran et le Qatar aussi, pour essayer de voir comment faire dans la région, parce que les Iraniens, ils sont clairs. Une fois qu'ils sont attaqués chez eux, tous les bases américaines sont dans le Golfe. Le Golfe, c'est l'endroit où les Américains ou les Iraniens ils vont attaquer directement. Alors aujourd'hui, le Qatar aussi, il essaie de jouer ce rôle d'intermédiaire, d'essayer de calmer, mais je suis totalement d'accord avec toi que Netanyahou, il veut pousser les Américains de venir attaquer l'Iran pour essayer de les affaiblir au maximum. Du moment que c'est les Américains qui fournissent les armes à Israël, demain, les États-Unis décident d'arrêter de fournir les armes, la guerre va cesser. Alors, pourquoi les Américains, ils ont ce double discours ? En fait, je ne comprends pas. Alors, est-ce qu'ils ne voient pas le jeu d'Israël de les mener sur une guerre au Moyen-Orient contre l'Iran ? Est-ce que ça arrange aussi les États-Unis de rentrer ou à avoir la bonne excuse d'affaiblir et de se débarrasser définitivement de l'Iran ? J'imagine qu'ils savent si l'Iran ont l'arme nucléaire ou pas. Donc, je voulais
l'alliance entre Israël et les États-Unis est une alliance stratégique, mais qui est une alliance multifacette. C'est pas seulement une alliance militaire, c'est une alliance des élites, c'est les gens qui passent d'un pays à l'autre, des américano-israéliens, etc. Et c'est la conviction de partager la même vision, même si des fois il y a des contradictions, et il y a une partie des élites américaines qui pensent qu'Israël met en danger les intérêts américains. Mais en même temps, quand on regarde sur le long terme, Israël a toujours servi les intérêts des Américains. C'est-à-dire, mais pas seulement au Proche-Orient, en Amérique latine dans les années 70 et 80, en Afrique australe, au moment de la lutte contre l'ANC, contre le communisme, contre l'Union soviétique, etc., etc. Et tout ça pèse, parce que ça, même dans la région, je dis, sur quel État les États-Unis peuvent compter dans la région? L'Égypte? Demain, ça peut s'effondrer. L'Arabie Saoudite, demain, vraiment, ça peut s'effondrer. Le seul État dont ils ont l'impression qu'ils sont une base, voilà. Alors, après, il y a les débats dans les partis politiques américains. Il y a, comme vous savez, aujourd'hui, dans l'électorat démocrate, et notamment les jeunes démocrates, une montée du sentiment de solidarité avec les Palestiniens, d'une gauche démocrate qui dit qu'il ne faut pas s'engager inconditionnellement avec Israël. Il y a la montée, j'ai dit, de jeunes juifs américains sur la même... Mais le système américain, il est quand même très tenu. Il est très tenu par le lobby pro-israélien, qui est, comme vous savez, composé à la fois d'une partie de la communauté juive et des chrétiens fondamentalistes qui représentent beaucoup plus que la communauté juive et qui pèsent sur les décisions. C'est la manière, par exemple, dont l'AIPAC, le lobby pro-israélien, a amené à la défaite de plusieurs candidats démocrates qui étaient, enfin, candidats aux primaires, qui étaient qui étaient un peu plus, pas pro-palestiniens au sens où nous on l'entend, mais qui étaient un peu plus modérés sur la Palestine, et montre quand même qu'il y a une intervention dans la vie politique américaine. Et puis, je crois, moi quand on parle des ingérences russes en France, je dis, moi je ne connais pas d'État qui s'ingère autant dans nos affaires, que ce soit d'ailleurs les Françaises que Israël. Ils ont un système extrêmement bien fait d'ailleurs, c'est-à-dire ils sont, parfois je regarde ça de manière admirative, c'est pas, ils ont une manière de travailler. Il y a longtemps, quand j'avais des contacts avec quelques ambassades arabes, je leur disais, il y a en France une ambassade israélienne, ils font plus de travail que les 21 ambassades arabes réunies. Il y a un travail qui est fait, on le voit bien avec les voyages organisés des députés, des sénateurs, etc. etc. Et ça, aux États-Unis, c'est un niveau 100. Donc là aussi, il y a des choses sur lesquelles il faut essayer de combattre. On a plus de possibilités en France parce qu'il y a heureusement une diversité politique plus grande, mais en tous les cas, depuis le 7 octobre, c'est en partie plus difficile aussi, quoi. Les États qui ont reconnu l'État de Palestine, comme la Norvège, l'Irlande et l'Espagne, je crois, c'est symbolique. Il n'y a pas eu de conséquences par rapport à eux. Pourquoi il n'y aurait pas plus d'États qui prendraient cette décision symbolique? Non, mais d'abord, la grande majorité du monde reconnaît l'État de Palestine. Ils sont 47 aujourd'hui. C'est en Europe. En Europe, en gros, c'est la moitié des pays européens. Il y a une partie qui ne... Alors, il y a les pays de l'ex-Europe de l'Est qui ont des relations, parce que c'était du temps du communisme, mais ils sont pro-israéliens qui n'en peuvent plus. Mais ailleurs, ça dépend des pays. Moi, j'ai tendance à dire, franchement, ça ne changera rien. C'est important de le faire, symboliquement. Et c'est le gouvernement israélien qui a dit, après la reconnaissance par l'Espagne de l'État palestinien, vous donnez une récompense au Hamas. Et d'une certaine manière, oui, il montre que, effectivement, la situation ne peut pas continuer comme elle était avant le 7 octobre. Mais ce sur quoi il faut s'interroger, c'est la France qui est, encore une fois, je dis, la France qui a été à l'avant-garde des positions de soutien à la Palestine est aujourd'hui totalement à l'arrière-garde. Totalement. Je dis, et là, quand il dit qu'il faut attendre le moment opportun, ou Macron dit qu'il faut attendre le moment opportun, c'est quoi le moment opportun? Je veux dire, il dit qu'il faut attendre le moment opportun quand il y aura un processus de négociation.
Mais on est face à un gouvernement israélien qui dit très clairement qu'il ne veut pas de négociation entre l'État palestinien. Voilà. Juste une remarque là-dessus. C'est vrai qu'on parle de la reconnaissance de l'État. Les Palestiniens, ils sont mis à genoux à Oslo. Ils ont tout vendu. Ils ont vendu... c'était une catastrophe, les accords d'Oslo. Ils ont tout fait pour essayer, ils n'ont rien obtenu. Rien de rien. Les choses sont allées de pire en pire, 32 ans après, on va voir les conséquences d'Oslo, ils nous ont ramenés où? Et c'est vrai que, voilà, après un an, il y a des États qui reconnaissent l'État de Palestine. Mais ça, c'est une réponse directe aussi. Que voilà, 32 ans que les Palestiniens, on va dire pacifistes, qu'ils essayent de négocier avec l'Europe, avec les États-Unis et accompagner la reconnaissance de l'État de Palestine, rien n'a été fait. À chaque fois, il y a des nouvelles conditions imposées sur les Palestiniens, des nouvelles conditions. Là, les dernières conditions qui étaient faites par le Parlement européen pour le Premier ministre palestinien pour lui donner l'argent là pour 20 ans, c'était par exemple que voilà, vous allez couper les salaires des familles des prisonniers, les salaires des familles des martyrs, et vous allez changer tout ce que le système pour les écoles, qu'est-ce que vous allez apprendre sur l'histoire et tout ça. Mais il y a des gens en Palestine aussi qui n'ont pas compris que les choses ne passent pas comme ça. Malheureusement, l'autorité palestinienne passe par là. Et c'est vrai que, moi, je suis tout d'accord avec Alain, nous on est passé dans un an d'une liquidation totale de la cause à la première priorité mondiale. Ça, on ne peut pas l'ignorer. Nous, à partir de la fin du printemps arabe, comment essayer de détourner le printemps arabe, et tout ce qui est arrivé après le printemps arabe, comme régime et comme accords d'Abraham et compagnie, toute cette chaîne des événements politiques conduisait à la liquidation totale de la cause palestinienne. Parce que les Américains, ils savent, tant qu'il n'y a pas une situation, je veux dire, stable et calme en Palestine, tout le Proche-Orient n'est pas calme. La Palestine, c'est le centre du calme et du non-calme pour le Proche-Orient et pour le monde. C'est pour ça que les Américains, tous les 10-15 ans, on voit comment ils essayent de stabiliser la région de nouveau. Là, ils avaient leur projet, par exemple, un des projets stratégiques pour les Américains, ils étaient en train de préparer le canal avec les Israéliens, le canal Ben Gurion, qui devait être creusé entre l'Arabie Saoudite et Israël, qui passait par la normalisation, pour remplacer le canal de Suez, et pour Haïfa, après que tout on va dire, le pétrole ramassé du Golfe à la place, il peut arriver par la mer Rouge, dans le canal de Ben Gurion jusqu'à Haïfa, et Haïfa, la ville, elle devient la ville centrale où tout le pétrole de la région est centralisé et envoyé en Europe et ailleurs. Alors c'est ça aussi la relation entre les Américains et les Israéliens, parce que c'est la base armée qui défend les intérêts américains dans la région. Peut-être qu'il y aura une contradictoire là un petit peu, là un petit peu, là un petit peu, mais dans la stratégie, non. Pour la stratégie, Israël doit avoir la main en hauteur sur toute la région. Dans le mouvement de solidarité avec la Palestine, la question un État, deux États, etc., soulève des débats. Moi, je ne pense pas qu'il y ait une solution possible à deux États. Mais aujourd'hui, c'est la solution qui fait un consensus international. De la Chine à la Russie, aux Nations Unies, l'idée, il y a deux États, il devrait y avoir deux États, dont un État en Cisjordanie, Gaza, avec Jérusalem-Est comme capitale. Et moi, je dirais, quand nous rencontrons des politiques, je ne suis pas pour leur dire, écoutez, tout ça, c'est rien, il faut un État, je dis, ok, c'est ça la base de la légalité internationale. Donc, qu'est-ce que vous faites pour l'appliquer? Qu'est-ce que vous faites pour liquider les colonies? Qu'est-ce que vous faites pour punir le pays qui construit ces colonies, etc. Et il me semble que, mais ça c'est plus une question de tactique et de la manière dont on essaie de convaincre les gens, parce que sinon on parle, je veux dire, la solution à un État, elle est quand même à horizon relativement lointain, et en attendant on se prive un peu de possibilités d'action. Je crois que c'est bien que, de ce point de vue, parce qu'il y a des gens même qui me disent, mais il ne faut pas reconnaître l'État palestinien parce que c'est une manière de reconnaître le partage, etc. Non, je trouve que c'est une bonne chose et qu'il faut simplement aller plus loin dans la mise en œuvre de cette position de principe.
Macron a redécouvert la solution à 2 États, c'est pas de lui dire c'est pas bien, c'est de lui dire qu'est-ce que tu fais pour la mettre en application. Ce que je trouve assez extraordinaire, vraiment assez extraordinaire, c'est que moi je ne suis pas palestinien, mais on a quand même le sens d'être juste. Si je lis l'histoire, en remontant les années 40, ben, il y avait la Palestine, colonisée par les Anglais, que les Anglais ils ont décidé de donner la terre de Palestine à quelqu'un d'autre, qui est quand même un vol. Donc, ils ont volé la terre aux autres. Et moi j'ai vu un des échanges, une photo de Shimon Peres, quand il était très jeune, il avait 16 ans peut-être, ou 18 ans, ben, il est rentré en Palestine avec un visa. Donc les Israéliens, quand ils se sont fait expulser de l'Europe, ben, ils sont allés en Palestine, que les Anglais ils auront donné la terre qui ne leur appartient pas, parce qu'ils étaient un colonisateur. Et aujourd'hui, 67, il y avait un accord, un partage de l'ONU sur lequel il y a 2 États. Comme il vient de rappeler en 90, les accords d'Oslo, que les Palestiniens, ils ont quand même accepté de céder encore à peu près, ils ont à peu près combien, 20%, 15% de leur territoire, 22%. Et aujourd'hui, c'est quoi le plan d'Israël en fait, en réalité? C'est de n'avoir zéro. Les Palestiniens, ils ont droit à rien. Et dans la stratégie d'Israéliens, il ne faut pas qu'on l'oublie, c'est que leur stratégie de base pour survivre, ce qu'ils disent, il faut qu'ils aient une puissance militaire incontestée dans la région, qu'aucun État ne peut se développer technologiquement pour demain qu'il soit en menace. Aujourd'hui, les États arabes voisins, ben, ils sont dans cet état-là. Ce qu'il leur reste, c'est l'Iran, qui est un peu loin. Et les Israéliens ne peuvent pas attaquer l'Iran aujourd'hui. Le territoire iranien, il est énorme. Il est énorme par rapport à un petit territoire israélien. Donc les conséquences d'aujourd'hui, c'est pourquoi vous avez parfaitement raison. Une des stratégies majeures d'Israël, c'est d'attaquer l'Iran, mais en embarquant les Américains et les Européens avec eux. Donc ce que je trouve assez indécent, au sens, enfin, en France, qui est quand même l'état de paix, droit de l'homme, c'est qu'on a l'impression que les victimes, c'est les Israéliens, mais le coupable, c'est les Palestiniens. Mais sauf les Palestiniens, on lui a volé sa terre. Et ça, c'est l'origine du problème. Maintenant, on n'est pas là, on ne peut pas remonter à 48, on est en 2024. On voit 2024, le scénario, ce qui se passe, c'est que les Palestiniens, ils sont en train de se faire exterminer. Juste, est-ce que l'Iran n'a pas trop tardé pour riposter? Parce que là, il y a eu l'attaque de ces diplomates, il y a eu l'attaque, l'assassinat soi-disant de son président avec un point d'interrogation. Il y a eu la 3e attaque de Haniyeh qui a été attaquée, qui a été tuée en Iran. Donc, est-ce qu'elle n'a pas trop tardé? Deuxième question, donc si on remarque bien, toutes les interventions, donc ils excluent la souveraineté des pays. Par exemple, on n'attaque pas Gaza, on attaque Hamas. On n'attaque pas le Liban, on attaque Hezbollah. C'est comme si pour détacher les causes. La France, la situation de la France ou le positionnement de la France par rapport à la Palestine, elle n'a rien dit. Rien dit sauf le soutien inconditionnel d'Israël. Et la deuxième, là, qu'elle se dit l'ami du Liban. On entend le Premier ministre qui dit, plutôt le ministre des Affaires étrangères, qui se déplace au Liban, qui dit non, on est contre l'attaque du Liban, et même pas 24 heures, donc il y a eu une invasion terrestre qui s'est fait. Et ma dernière question, c'était par rapport, on se pose la question des pays arabes, mais c'est quoi le rôle aussi de, les dirigeants palestiniens? Qu'est-ce qu'il fait? Donc le président palestinien, Abbas, qu'est-ce qu'il fait? Réellement, là, on sent l'absence totale, comme s'il y a Gaza et il n'y a personne. Ça veut dire même lui qui a demandé une autorisation pour aller visiter Gaza, il s'est dit de toute façon Gaza c'est la Palestine, et elle fait partie de la Palestine, et je vais visiter Gaza, il demande l'autorisation qui a été refusée, et bien je ne bouge pas, j'ai rien dit. Merci. Bon, il y a plusieurs choses. Bon, l'autorité palestinienne n'a plus aucune autorité. Je veux dire, je crois que ça ne demande pas de très long développement. Je crois qu'il n'y a pas de... Sur l'Iran, je veux dire, bon, moi je ne suis pas dans la tête des dirigeants iraniens. J'essaie d'expliquer pourquoi, dès le départ, ils n'étaient pas favorables à une escalade.
Ils sont dans une situation difficile, le pouvoir est affaibli pour des raisons intérieures, pour des raisons économiques, et ils n'ont pas envie d'une escalade. Alors maintenant, jusqu'où ils peuvent laisser... Moi, je pense qu'ils ne peuvent pas laisser, contrairement à ce qu'on a pu lire ici ou là dans la presse, que quasiment c'est eux qui auraient livré Nasrallah aux Israéliens en leur disant où il était, etc. Ils ne peuvent pas se priver du Hezbollah parce que c'est un allié stratégique en cas d'attaque israélienne contre l'Iran. Parce qu'il y a effectivement, semble-t-il, le Hezbollah a des armes qui pourraient être utilisées pour toucher Israël de manière très importante et pour lesquelles je pense qu'il y a un veto iranien à leur utilisation. Parce que, je veux dire, ils ne veulent pas entraîner... Bon, ça, c'est des calculs de pays, on peut le comprendre, je veux dire, enfin, on peut l'expliquer en tous les cas. Après, moi, je ne décide pas de la stratégie des Iraniens. La dernière question, c'était quoi? C'était par rapport à la France. Parce que la France est... Ah oui, la France, bon, j'ai déjà dit, même sur le Liban, quand même, c'est quand même extraordinaire, même sur le Liban, où la France a traditionnellement un rôle, mais je veux dire, Macron s'est beaucoup discrédité après sa visite au moment de l'explosion du port et du fait qu'il a abouti à rien. Il refuse de condamner l'invasion du pays en disant c'est le Hezbollah qui est responsable parce qu'il bombarde Israël. Or, je répète, le Hezbollah a dit et n'a bombardé Israël qu'à partir du 8 octobre, c'est en liaison avec Gaza. Ce que les Français, en général les Occidentaux, n'arrivent pas à comprendre, et ça c'est depuis très longtemps, c'est pourquoi la Palestine est si importante pour le monde arabe. Et ça c'est... Moi j'essaie d'expliquer aux gens, je dis, vous savez, vous rencontrez quelqu'un du monde arabe aujourd'hui, islamiste, salafiste, communiste, la seule chose sur laquelle ils sont d'accord, c'est la Palestine. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est pour moi. Et un des problèmes dans la position que la France a prise, et dont on ne mesure pas les conséquences pour la France, c'est nos relations avec le Maghreb. Aujourd'hui, en Tunisie, quand on manifeste pour la Palestine, on ne manifeste pas devant l'ambassade américaine, on manifeste devant l'Institut français. Et je veux dire, moi je suis frappé par le nombre d'amis, des gens qui sont ce qu'on appelle les démocrates, qui se sont battus au moment des printemps arabes, qui rêvent d'un système pluraliste comme il existe en Europe, et qui disent mais c'est ça vraiment que nous voulons, comment vous voulez que la France représente un modèle alors que vous cautionnez un génocide? Et ça, dans le cadre du fossé qui se creuse entre le monde occidental et le reste du monde, pour la France, c'est extrêmement dangereux. Comme je dis, on s'est fait expulser de quelques pays africains. Moi, je suis convaincu que bientôt, on se fera expulser du Maghreb de la même manière. Moi, juste, par rapport à l'Iran, si elle a tardé ou pas tardé, moi, je pense que les Iraniens, c'est vrai qu'ils ont reçu les assassinats de Hani et tout ça, mais tu peux pas dire qu'ils n'ont pas riposté et pas regarder tout le contexte. Les Iraniens, quand tu parles de Gaza, quand tu parles du Liban, Irak, Yémen, Syrie, s'il n'y avait pas l'Iran derrière, tu n'aurais pas tout ce qu'il y a aujourd'hui dans la région. Alors les Iraniens aussi, ils ont une but stratégique, aussi c'est la bombe nucléaire. Ils veulent arriver à un moment où ils ont la bombe. Ils veulent pas un affrontement avec les Américains ou avec les Israéliens avant d'avoir la bombe. Ça fait partie de leur intérêt. On va faire, il est 22h, hein. Juste, peut-être qu'on va terminer sur vos questions, et puis évidemment les échanges se poursuivent. Bonsoir à toutes et à tous. Petite question sur les motivations israéliennes. Est-ce qu'elles sont multifactorielles ou c'est d'une part messianique pour l'électorat Ben Gvir Smotrich, ou c'est aussi sur différents aspects autres? Moi, ce qui me frappe dans la politique israélienne, quand on prend la deuxième question, Alain, comme ça c'est... Bonsoir, moi j'avais deux questions. Je rejoins un peu ce que disait le camarade. Je me souviens d'une déclaration après le 11 septembre du général Wesley Clark qui disait que les États-Unis avaient comme objectif de détruire 7 pays, dont les pays que vous avez cités, et pour dernier l'Iran.
Donc est-ce qu'il n'y a pas un projet machiavélique derrière tout ça, voire messianique, comme disait le camarade? Deuxième question, sur une guerre de long terme, de longue durée, combien de temps pourra résister Israël économiquement et sur leur plan, sur leur effectif militaire aussi, humain et matériel? Moi, vous savez, je ne sais pas ce qui va se passer dans 100 ans et je pense que personne, on a déjà du mal à savoir ce qui va se passer dans un an pour dire il y a tellement de facteurs qui jouent, je ne sais pas. Je veux dire, Israël, ils connaissent des contradictions, Salah a dit les divisions internes, etc. Mais en même temps, c'est une société extrêmement dynamique, c'est une société dynamique sur le plan économique, malgré les difficultés actuelles, et vous avez vu que les agences de notation ont mis Israël en position négative, etc. Mais et puis ils disposent d'un soutien américain, c'est-à-dire qu'un jour, je ne sais pas si on me fera, moi je serais intéressé d'avoir un article sur le coût de cette guerre et qui la paye. Et je pense que c'est en grande partie les Américains qui la payent. Sur les plans, moi, si vous voulez, ce qui me gêne dans souvent les plans, c'est l'idée qu'il y a des gens qui, il y a 20 ans, ont pensé de manière précise ce qui allait se passer 20 ans plus tard et avaient des plans pour ça. Moi, j'ai une vision plus différente. Aux États-Unis, il y a des plans sur tout. C'est-à-dire, la première fois que je suis allé en Arabie Saoudite, les Saoudiens, et y compris des responsables, m'ont dit qu'il y a un plan américain pour diviser l'Arabie Saoudite entre la partie chiite, où il y a le pétrole, et le reste. Et il y a des instituts qui ont travaillé là-dessus. Mais ça ne veut pas dire que... Comment dire? Ça veut dire qu'ils se préparent à tout. Et je dirais, eux, comme Israël, ce qui me frappe, c'est le pragmatisme. Oui, il y a des objectifs à long terme, c'est d'assurer la survie d'Israël, son expansion si possible, le contrôle en tous les cas de la Cisjordanie et de Gaza, si possible, demain, si l'occasion se présente, et s'ils peuvent annexer le sud du Liban, ils le feront. Et puis peut-être demain, c'est eux qui iront en Jordanie en disant c'est une partie de... Et c'était d'ailleurs dans les projets des années 20. Mais ça ne veut pas dire que... Enfin, comment dire... l'idée de plan me semble trop complotiste. C'est-à-dire l'idée qu'il y a des gens qui prévoient les choses alors que nous qui analysons les situations politiques, on sait à quel point c'est difficile de prévoir. Ce qu'on peut prévoir, enfin, ce qu'on peut voir, c'est comment les pays, enfin les États-Unis ou Israël, voient leur intérêt. Et comment ils tirent... Moi, je suis frappé sur... Je ne pense pas qu'avant le 7 octobre, il y avait un plan israélien ni de reconquérir Gaza, ni de détruire le Hezbollah. Ils pensent qu'il y a l'occasion de le faire, ils le font. Sinon, mais peut-être s'il n'y avait pas eu le 7 octobre, peut-être que on serait resté dans le statu quo encore quelques années. Voilà. En tous les cas, merci de votre attention, et puis on va continuer. Merci Alain Grosch, merci Salah Hamouri. Abdel va nous dire aussi qu'il y a un rendez-vous BDS bientôt aussi, le 5. Bonsoir tout le monde. Donc le 5 au matin, nous allons faire une action devant Carrefour à Belle-Épine. Donc c'est une journée nationale le 5. Donc il y aura Carrefour Belle-Épine dans le 94. Il y aura Italie 2 pour Paris. Il y aura Montreuil pour le 93. Et donc on va faire de la sensibilisation. Ce sera à 11h devant Belle-Épine. Donc tractage, sensibilisation, venez nombreux. On a besoin de vous. Il faut qu'on soit nombreux et qu'on montre que le boycott, ça fonctionne. Donc l'arme économique, on n'en a pas parlé, je voulais poser une question, mais on en discutera une prochaine fois, mais l'arme économique, c'est l'arme la plus efficace qu'on ait actuellement.